Cet épisode va être un peu spécial. On va donc vous poser le contexte dans lequel il a été enregistré. Avec Manon, on a organisé l'été dernier un mini-festival, le Morpa Fest, à la campagne avec des copains et on leur a donné l'opportunité de passer eux aussi devant le micro de Saveurs Passion pour nous raconter et vous partager les passions qui les animent au quotidien dans leur vie. Pour ces épisodes hors série, on a laissé notre place à Étienne, l'ingé son du podcast, et un certain Clément, la fameuse soquette légère du 3e épisode, pour vous partager ces nouvelles rencontres d'une fin de journée d'été ensoleillée sous le marronnier. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode hors série de Saveurs Passion, je suis en compagnie de Clément. Bonjour à tous. Et moi-même, c'est vrai que je ne me suis pas présenté parce que d'habitude, vous ne m'entendez pas, je suis à la technique, donc c'est Étienne. Et aujourd'hui, nous sommes à un événement assez particulier qui est le Morpa Fest que nous organisons avec des copains. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un Saveurs Passion en live, un Saveurs Passion hors série. On inviterait tous les gens qui sont à ce festival à nous parler de leur passion pendant 10-15 minutes. Donc nous avons 2 passionnés face à nous. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Antoine. Et du coup, moi, c'est Anna. On voulait vous parler de notre passion qui est le secourisme. Ah, super. Voilà. Trop bien. Je commence. Oui, du coup, en quelques mots, l'idée c'est de décrire un peu la passion, puis après on ira sur le cheminement, comment ça vous est venu ou autre. Ok, donc le secourisme. Donc moi, je suis secouriste bénévole à la protection civile à Paris. Donc c'est tout simplement l'action de porter secours en premier lieu aux personnes qui en ont besoin. Donc on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers. On intervient vraiment, on est, on va dire, primo intervenant sur une scène. Et donc voilà, on fait les premiers gestes de secours dès qu'il y a une situation qui se présente. Donc par exemple, tu m'arrêtes peut-être, mais c'est vous ou toi et tes collègues qu'on peut apercevoir lors d'événements, festivals, foires, etc. qui sont en orange et bleu, je crois. Exactement, c'est ça, exactement. Okay. Orange et bleu. En fait, on est présent sur des événements, des festivals, des brocantes. C'est très très large. On a les scènes aussi, les Bercy, ce genre de choses, des salles de concert. Dès qu'il y a un peu de monde au final. Exactement. Et on renforce aussi les pompiers et le SAMU pour des gardes. Donc si quelqu'un appelle les pompiers, potentiellement ça peut être un camion de la protection civile ou de la Croix-Rouge ou de notre association qui vient, on va dire, à la place des pompiers, mais en fait on est considérés comme les mêmes intervenants que des pompiers. Donc vous faites des gardes. Exactement, on fait des gardes. Vous êtes bénévole avec des gardes. Exactement. Donc le même principe que les pompiers volontaires. En fait, l'idée c'est qu'on a vraiment le même matériel, si ce n'est qu'on n'a pas le matériel pour le feu, mais on a vraiment le matériel, tout ce qui va permettre de réanimer une personne, d'arrêter une hémorragie. Voilà, donc comme des pompiers, mais évidemment on n'a pas de caserne, on vient juste auprès d'une caserne pour les aider ou les renforcer. Ok, et donc tous les deux vous êtes au sein de cette association-là, exactement. Vous faites vos gardes, etc. Exactement. Comment, là ça va être plus personnel, comment l'envie de se former et d'être là pour les autres et comment on passe la barrière en fait, comment on passe de l'autre côté de la barrière? C'est une bonne question, je pense que ça va dépendre de beaucoup de personnes selon leur parcours. Du coup, de mon côté, le soin et tout ce qui était lié au service à la personne, ça m'a toujours pas mal titillé. Je pense que c'est un sentiment assez naturel. Tout le monde regarde des séries de médecins, de médecine, d'infirmiers, de secours et s'identifie. Et tout le monde a un petit peu je pense, cet élan de vouloir faire du soin à la personne. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, le domaine du secourisme, parce que du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. C'est le maillon de secours qui se situe entre la personne qui a besoin, la victime, et l'hôpital s'il y a besoin, quoi. C'est pas les médecins qui s'occupent de ça. Et ça n'a pas toujours été des secouristes, c'est quelque chose qui est assez récent. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais ça n'a pas toujours été les pompiers. Il y a une époque où, par exemple, c'était la police qui s'occupait de ça. D'accord. Donc, vraiment, le maillon entre la victime et l'hôpital éventuel, c'était à une époque la police. D'accord. Et bon bref, tout ça pour dire, c'est pas un maillon qui est forcément ultra connu. Et moi, comment je suis tombé dessus, c'est à la fin de l'école d'ingénieur, parce que j'ai fait des études d'ingénieur. Moi, globalement, le métier d'ingénieur me plaisait pas plus que ça, et donc j'étais un petit peu en découverte d'essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui existait d'autre, quelles étaient les choses qui me tenaient à cœur et à quoi je voulais me Qu'est-ce qui te faisait vibrer voilà, au fait, qu'est-ce que je voulais faire, tes appétences, ouais. Et à ce moment-là, j'étais en train de me dire, bon, franchement, médecine, c'est vraiment le truc que j'aimerais bien faire.
Mais bon, ça fait quand même 10 années de plus à enquiller après avoir fait les études d'ingénieur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont assez courageux qui se lancent dedans. J'ai pas eu ce courage et le fait de faire d'être pompier, ça m'intéressait pas mal et du coup je m'étais intéressé à la réserve des pompiers de Paris. Et pour s'inscrire à la réserve, ce qu'il faut, c'est se former Au geste des premiers au geste de secours. premiers secours. Et du coup, tu fais ça dans différentes associations et la protection civile est une association qui fait des formations. Et donc c'est là que j'ai découvert la protection civile. Je connaissais pas du tout avant. Mais je trouve ça intéressant qu'on fasse un petit laïus parce que pour l'avoir eu en vie perso aussi par un collègue, on n'est pas tous formés au geste de premier secours et quand une situation arrive, on n'a pas forcément un geste de premier secours. Est-ce que du coup, vous pouvez expliquer comment on peut accéder à cette formation, quels sont pour ceux qui seraient intéressés, quelle est la démarche, comment s'inscrire, si c'est payant ou non, qui peut faire? Alors, il y a pas mal de moyens. Déjà, il faut se renseigner, mais dans les grandes villes, souvent, ces associations de la Croix-Rouge, la Protection civile, ils peuvent organiser de façon gratuite des initiations au premier secours ou des initiations aux gestes qui sauvent. Donc, ça peut se faire sur 1 heure ou 2. Parfois, c'est vraiment sous le format de pop-up. Protection civile fait ça en ce moment pour sensibiliser au massage cardiaque. Okay. Sur Paris, ils organisent aussi des courses. Et parce qu'il y aura une course en novembre qui va être faite justement pour sensibiliser au geste du massage cardiaque qui est trop peu connu par tout le monde en fait. Et sinon, vraiment en formation diplômante, il y a le diplôme de premier secours, donc le PSC, qui était avant le PSC1, mais voilà, c'est devenu les premiers secours civiques. Et donc c'est une formation d'une journée, c'est 7 heures. Et à la protection civile, c'est de l'ordre de 65 €. Okay. Donc on se forme en une journée, on a le diplôme à la fin de la journée, on sait traiter les principales causes qui peuvent tuer. Donc c'est chez soi, il y a des accidents domestiques, c'est la première cause en fait de décès, c'est les accidents chez soi, donc savoir les prévenir déjà et puis savoir derrière réagir. Et sinon c'est à tout moment en fait dans la rue, on peut se retrouver avec quelqu'un qui chute, quelqu'un qui fait un malaise et donc c'est savoir réagir à ça. Voilà, ça permet d'avoir ce premier pas dans le secourisme. Et après, si l'aventure tente certaines personnes pour continuer, ça peut y a créer des vocations à aller plus loin. Voilà, il y a les premiers secours en équipe, qui est le premier niveau de ce que nous on a pour faire du secours à la protection civile. Et il y a le niveau 2 aussi. Ouais. Mais c'est des formations un peu plus longues. Donc là, c'est à chaque fois une semaine. C'est assez prenant. Mais le premier secours civique, c'est une super formation pour bien connaître les gestes. Et pour compléter, si je peux oui, vas-y. Sur l'accessibilité, en fait, c'est assez accessible puisque c'est accessible au CPF et comme tout le monde a un compte CPF et n'est pas forcément tout le temps au courant, mais c'est assez facile d'y accéder. Avec France Connect, etc. Vous avez des crédits là-dessus et vous avez accès aux formations donc PSC1, PSE, donc la formation d'une journée qui permet de connaître les gestes de base de secourisme et même les PSE1, donc les premiers secours en équipe, qui sont donc de niveau 1 et 2, qui permettent donc de se former au secourisme, faire des gardes chez les pompiers, etc. Et aujourd'hui, dans ton job, tu as gardé ce lien vers les autres tu fais quoi comme travail du coup ? Ah pardon, moi ce que je fais actuellement, je venais de la science et je fais pas du secourisme actuellement dans mon travail, je fais de la recherche, je suis en thèse en statistique, donc non je suis un peu resté dans ce domaine-là, mais du coup le fait d'avoir à côté une activité bénévole, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de complémentaire dans lequel on peut vraiment faire quelque chose de par rapport à tes valeurs. Et donc toi, Anna, comment t'es venue l'idée de secourir les autres ou enfin de t'engager dans cette voie ? Alors moi, j'ai toujours eu l'envie d'aider les autres. J'ai ça vraiment toute ma vie. J'étais dans des associations de pouvoir servir en fait les autres. Et en fait, c'est en commençant à travailler. Donc j'ai un travail de juriste. Je suis assise toute la journée dans un bureau. Donc c'est un super travail sur le fond, mais sur la forme, ça me convenait pas dans la mesure où je me sentais à la fin un peu trop pleine d'énergie. J'avais besoin de me dépenser, j'avais besoin d'être dans l'action. Et donc, pour avoir un équilibre avec ma vie professionnelle qui est assez stable et calme, j'avais besoin d'une activité un peu plus stimulante. Et donc, réunir un peu le service, l'adrénaline, et c'est le secourisme m'est venu un peu comme une évidence. J'avais eu quelques situations dans ma vie où
où il fallait savoir réagir face à une personne qui faisait une crise convulsive et en fait le fait de pas savoir ça, on se sent tellement, on a envie d'aider et on sait pas quoi faire, donc c'est voilà, moi j'ai aussi toujours eu envie de savoir réagir dans toutes les situations possibles pour pouvoir aider quelqu'un. Ça veut pas forcément dire lui sauver la vie, mais c'est genre aider quelqu'un, Être prévenir dans les l'action secours et pas seulement. et voilà, et faire quelque chose en fait, parce que je sais que au quotidien j'ai ce courage là d'aller me lancer vers les gens et de pas rester à attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de la situation qui commence à mal tourner, quoi. Ok. Mais du coup, je me disais, donc il y a ce côté, ce qui vous passionne dans ça, mais il y a quand même tout un côté très stressant. Enfin, il y a une pression énorme. Ouais, complètement. Chaque fois, c'est ouais. un stress avant de partir en mission, avant chaque poste. Personnellement, moi, je me revois tous les fiches, j'essaie de me rassurer, de revoir tout, refaire les choses dans ma tête, refaire les garder process. un peu le contrôle au final, c'est. Ouais. Parce que finalement, on est bénévole, mais on fait ça en plus de notre travail au quotidien. Et pourtant, on attend quand même de nous des gestes qui sont précis, des gestes qui sont professionnels. Et en fait, on n'a pas le droit à l'erreur pour les autres, quoi, pour les victimes. Donc c'est assez important de se maintenir. On a vraiment ces associations-là, elles renforcent énormément le côté révision, et ce qui est aussi rassurant. Donc savoir qu'on sait quoi faire, comment faire, et on révise assez régulièrement. Mais la pression, elle est toujours là, l'adrénaline, elle est toujours là dans l'action, dans le feu de l'action. Parfois on oublie un peu ce qu'on fait, ça redevient mécanique, et après on se rappelle et on se dit ok, là j'ai réussi à gérer, mais je me rappelle même pas concrètement avoir réfléchi à ce que je faisais. Mais justement, moi c'est ce qui m'interroge, c'est l'après, parce que forcément si vous êtes dans l'action, c'est qu'il y a eu un accident d'une personne ou autre. Comment on gère l'après, une fois qu'on est rentré chez soi, de la charge émotionnelle et le stress, l'adrénaline qu'il y a eu à cet instant-là, et quand on arrive chez soi de digérer tout ça en fait. Ça peut être assez dur par moment. Je sais que moi personnellement j'ai fait un arrêt cardiaque, une personne qui a fait un arrêt cardiaque dans ma vie, c'était en garde avec les pompiers, et cet événement était c'était mon premier arrêt cardiaque, une personne qui est inanimée, et il faut commencer à faire les gestes, et donc évidemment on n'est pas seul, on est en équipe, on a un chef avec nous, mais tout se passe tellement vite, tout se déroule, et c'est rassurant parce qu'on voit qu'on est prêt à faire ces gestes là, mais c'est vrai que après il y a le cœur qui doit redescendre, on doit se calmer, et quelque part aussi il faut se remettre en condition pour pouvoir repartir si on se fait rappeler à la fin de cette mission. Parce que la garde n'est pas terminée au premier incident. Exactement, donc déjà il y a ce premier moment où il faut ce petit laps de temps entre deux missions potentiellement, de se remettre en condition. Ça c'est déjà assez prenant. À la fin de la journée, à la fin de la garde, on est fatigué. Et après, moi personnellement, après cet arrêt cardiaque, la semaine suivante, j'ai eu des petits moments, des petits flashs où en fait, mon cerveau réencodait ce qui s'était passé, parce que on se rend pas compte de tout ce qu'on fait, et donc tous les événements me revenaient petit à petit, et donc les choses, des images, des actions, et tout se réencodait normalement. Et à la fin de la semaine, de façon apaisée, j'arrivais à repenser à ce qui s'était passé. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant de repenser, d'avoir des flashs. On se demande, est-ce qu'on va garder ce stress-là ? Parce qu'il y a des personnes, des bénévoles qui ont potentiellement un stress post-traumatique qui peut se créer. Mais ça, c'est vraiment... Il y a un suivi psychologique par l'association, ils vous mettent à disposition des pros ? Absolument. En fait, déjà, nos chefs, on a un premier suivi qui est fait par vraiment notre équipe, nos chefs, et les gens qui dirigent notre association. On est super suivi là-dessus. En fait, on débrief à la fin de chaque mission. On débrief. On peut exprimer déjà à chaud comment on a senti les choses. Et évidemment, si un secouriste ne se sent pas de repartir en mission après, on stoppe les choses et on s'arrête et on se met plus disponible. Donc il y a ce premier débrief qui est très utile. Et après, je sais que nous, dans notre cas, comme ça avait été assez particulier, que c'était une première arrêt cardiaque, la situation a été vraiment spéciale. On a eu des appels après avec nos chefs. On a pu en reparler de ce qu'on ressentait, de ce qu'on avait vu, de ce à quoi on repensait. Et voilà. Et puis après, effectivement, si quelque chose reste un peu dans notre tête, on a des psychologues à la protection civile en tout cas la protection civile nous met en relation avec des psychologues pour pouvoir en parler et ne pas rester bloqué avec ça. C'est ça, ouais. Pour pas que aussi une activité bénévole puisse impacter notre vie au quotidien, c'est pas le but.
J'ai rien à rajouter, c'était très complet. Bah alors du coup, si vous avez été présent, j'imagine, à certains événements en tant que secours fixe, c'est quoi le plus gros événement auquel vous avez été? Les JO. Ouais, c'était les JO. Ouais. Les JO l'année dernière, ouais. Ah, ouais. stylé. C'était assez incroyable. C'était intense. un dispositif énorme et du coup à l'échelle de la protection civile. Et c'est quasiment une garde en continu pour tout le monde parce qu'il y a tellement de monde au même endroit sur un Exactement, temps donné, ouais. en fait, il y avait, je crois que c'était de l'ordre de 1000 secouristes par jour de la protection civile qui étaient mobilisés à tous les endroits. C'était les fan zones, les endroits où il y avait de la compétition. On était sur les lieux de compétition, on était soit en bord de terrain, donc pour les athlètes, pour aller chercher les athlètes et faire les premiers gestes de secours en cas de besoin. Et sinon, pour les spectateurs, donc là, on gérait tous les flux de public et gérait ce qui pouvait se passer. Pour eux, c'était assez incroyable. Après, pour les moins chanceux, il y a aussi des secouristes qui se retrouvaient dans les gares. Donc, c'est-à-dire que vous étiez enfermés sous ça reste les JO, mais dans un... Moi, j'ai fait les gares aussi. C'était des longs postes, mais c'était nécessaire pour renforcer, vu qu'il y avait fort afflux de voyageurs pour pas qu'il y ait trop de malaise et trop de par soucis. jour, bénévoles. Environ, ouais. Et du coup, est-ce que il y a cette réserve sur le territoire parisien? Vous avez fait appel à des bénévoles nationaux qui étaient réquisitionnés, demandés pour sur les Paris pendant ce temps-là? Ouais. Ouais, pour les jeux, c'était vraiment, vu que 1000 secouristes, c'est pas super facile à trouver, ils ont vraiment mobilisé, ils avaient monté une antenne spéciale, une cellule spéciale vraiment pour organiser les JO. Alors, j'ai pas tous les détails de toute cette organisation, mais oui, ils ont fait venir toutes les antennes départementales, de toute la France pour pouvoir avoir assez de... pour mailler tous les JO. Ouais. Je trouve ça incroyable. C'était pas que Paris, de toute façon, les JO, il y avait des épreuves qui se passaient en dehors. Pas loin d'ici, Châteauroux. C'était pas les épreuves de tir qu'il y Oui, avait à oui, le Châteauroux? tir. Voilà, donc déjà, de toute façon, c'était au niveau national, donc la Fédération de protection civile, la FNPC, qui chapeautait cet événement, et en tout cas côté protection civile, parce qu'il y avait aussi les autres associations qui étaient mobilisées dessus, mais la protection civile avait énormément de sites olympiques à gérer et c'était effectivement toute la France, toutes les antennes de protection civile de la France qui étaient mobilisées, et il y avait effectivement une réserve exceptionnelle, la REX, qui avait été créée. Et donc là, ils avaient fait un gros appel à candidature les mois avant la protection civile, et ils ont formé une espèce de réserve, et ils ont formé plein de gens en continu pour pouvoir les rendre prêts pour les JO, pour pouvoir répondre aux besoins. Mais c'était une organisation monumentale. En fait, on était un jour à un endroit. En fait, on n'était pas affecté à un site en particulier. Donc, on pouvait être un jour Paris La Défense Arena pour la natation, le lendemain à Roland-Garros pour la boxe. C'était assez incroyable. Et tu profites quand même de l'événement sportif? Ça dépendait où tu étais situé, mais globalement, oui. On voyait la natation. Vous avez vu Léon Marchand, exactement. On a pu voir certaines épreuves. De toute façon, à la natation, l'ambiance était incroyable. On voyait l'ambiance sur le terrain. On se baladait toujours sur les sites pour se balader. On fait quand même on a pu vous apercevoir à la télé, du coup. C'est ça, on faisait des tours. On essaie de pas être trop visible à la télé quand même, mais on est assez discret, mais on pouvait voir effectivement à la télé, et donc on avait quand même des instructions de rester de pas trop de rester calme. On était, surtout quand on était en bord de terrain, en fait, on était très très visible par la télé, du coup. Ok. Et moi, je me demandais, du coup, là, c'est du temps que vous donnez, mais là, vous parliez carrément et puis c'était sur un mois entier quasiment, de journée. Comment ça se passe avec le travail, du coup est-ce que vous posez un jour et puis il y a différents modèles. Du coup, moi, je suis en thèse, donc c'est moi qui organise mon temps un petit peu comme je veux. Donc moi, c'est un cas un petit peu particulier. Donc, vu que je suis en thèse, je peux. L'année dernière, au lieu de faire de la thèse, j'ai été à l'hippodrome j'étais déjà à Fontainebleau pour un événement sportif. Mais globalement, alors pour les gens qui travaillent, ou bien tu travailles le week-end, ou bien tu peux. Les gardes, c'est pas mal fait les soirées. Et je sais que ce qui est possible, c'est aussi, t'en parleras sûrement mieux que moi, c'est les entreprises peuvent te permettre de te donner des congés qui sont payés ou non payés. En fait, pour les JO, exceptionnellement, moi j'avais eu la chance j'ai demandé à mon employeur s'il acceptait de faire une convention de mécénat. Donc c'est un contrat entre la protection civile et l'entreprise
où mon entreprise me met à disposition de l'association sur certaines journées. Donc c'était comme si je travaillais pour mon entreprise. Donc j'étais payée, j'avais pas à poser de congé. Mais j'étais, du coup, pendant les JO, en tout cas, j'avais pu négocier ça. C'était la période estivale, c'était une situation assez C'est comme l'entreprise, si elle a bien joué le faisait jeu, ouais. un don en fait. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est considéré même fiscalement comme un don. Du coup, mes heures payées sont comme un don à la protection civile. Ok. Et donc, ça permettait effectivement de ne pas mobiliser 15 jours de mes congés pendant les vacances. C'est quand même pas mal comme dispositif. Mais Ok. sinon, après, c'est vrai que sur l'activité au global, au jour le jour, hors JO, on va dire, c'est quand on pose des congés parfois, ou des demi-journées. Sinon, c'est le week-end. Et puis, voilà. Et c'est un bon point ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les antennes d'associations en général et en particulier de secourisme, il y a une grosse population qui fait vivre ça, qui sont les étudiants, Les étudiants. et les retraités aussi. Alors moi, c'est une antenne plutôt jeune, j'ai pas trop de retraités. Je crois que t'en as un Ouais, petit peu plus, un toi. peu de retraités, effectivement. C'est deux viviers qui ont Ouais. du temps et qui sont assez disponibles et qui font tourner l'association. Et donc c'est en grande partie grâce à eux que ces associations peuvent fonctionner, tourner. Et je vais poser une question plus chiffre, mais il y a beaucoup d'associations de manière générale. Le monde associatif perd des bénévoles, des adhérents, les gens sont moins. Est-ce que vous êtes concerné par cette perte ou c'est plutôt l'inverse? Il y a un élan Protection civile, alors je sais qu'il y a eu quand même un gros élan l'année dernière pour les JO. Et il y avait beaucoup de recrutements qui étaient faits dans les antennes. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forte mobilisation parce que la protection civile, c'est quand même... ces associations-là, c'est quand même un peu particulier. C'est à la frontière entre vraiment du bénévolat pour soi et puis vraiment quasiment un travail, quoi. Il y a certaines personnes, vraiment, c'est toutes les semaines, elles vont en faire. Donc c'est un vrai engagement. Donc j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt croissant. Ok. En tout cas, ce que je vois à la protection civile, c'est plutôt de plus en plus de gens s'engagent et veulent s'engager. super intéressant. Merci Ah ouais. beaucoup, franchement, d'être venu nous Passionnant. en parler parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce genre de sujet, mais hyper important. Et puis, du coup, merci au temps que vous consacrez aux autres. En fait, Ouais. si on veut juste en conclusion, c'est ça. En fait, c'est Oui. vous êtes des belles personnes. Enfin, c'est- Non, mais oui, à chaque fois, les gens nous remercient, mais à chaque fois, on me dit, mais en fait, nous, on est là avec tellement de plaisir. Ce qu'on fait, même le faire bénévolement, ça ajoute quelque chose et on a vraiment envie de se donner à fond. C'est vraiment un autre apport, donc on est toujours hyper heureux de le faire et toujours. ça se sent quand vous en parlez, au fait. Ouais. Donc, ça... Et avoir la reconnaissance des gens, c'est toujours aussi encore plus c'est la C'est une meilleure récompense, rémunération. mais c'est pas le Voilà, moteur. c'est la meilleure Ça, récompense, ouais. exactement. Ok. Bravo en tout cas. Merci Merci. beaucoup à vous. Merci à vous deux. Merci. Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui,